Retour sur le plateau, on va aborder un autre sujet. On va essayer de savoir si on peut contrôler sa pensée, si on peut, j'allais dire, influencer son état d'esprit. On voit ça avec Florence. Je vous donnerai son nom tout à l'heure. C'est dans Cosmo Rayonné. Zajewski, c'est... Bonsoir. Bonsoir. Florence. Alors, c'est quelle origine Lituanien. J'allais dire polonais, donc... Voilà, c'est juste à côté. J'étais à côté de la plaque. Alors, vous êtes coach et Oui. Formatrice. Tout à fait. D'accord. Ça signifie quoi exactement? Le coaching, c'est un métier qui n'est pas très connu, effectivement, qui est très développé dans d'autres pays et puis qui commence à être de plus en plus connu. À La Réunion, il y a plusieurs coachs qui accompagnent. Le coach, à quoi il sert? En fait, clairement, il vous aide à trouver des solutions à vos problèmes. Mais c'est pas lui qui trouve les solutions, hein. Le coach, lui, ce qu'il fait, c'est que Il propose des chemins, il propose une façon de penser, il propose de savoir comment mettre telle idée avec telle idée ou changer de cadre. C'est en tout cas essayer d'enlever la personne dans son cadre pour essayer pour lui permettre de penser différemment. il y a de ça. C'est-à-dire que la personne qui vient voir un coach, elle va évoquer une problématique ou quelque chose qu'elle a vraiment envie de changer dans sa vie, quelque chose qui lui tient à cœur. Et puis, le coach, lui, en posant des questions, il va aider le coaché à prendre conscience de certaines limites, de certains freins, de certains de ses comportements ou de ses pensées qui l'empêchent d'aller vers ses objectifs, vers ce qu'il aimerait vivre, vers ce qu'il aimerait être, vers les comportements qu'il aimerait adopter. Et donc, du coup, le coach, il accompagne à devenir une meilleure version de soi-même, quelque part. Et il y a là, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec d'autres coachs qui se sont succédés sur ce plateau. On sait que ce qui empêche généralement, c'est on met des obstacles. Souvent, c'est des obstacles dus à un incident ou un accident de la vie. C'est psychologique bien souvent. Comment passer outre la psychologie et comment en même temps trouver un chemin pour contourner l'obstacle. Alors, en coaching, on dit que le coach, il aide vraiment à répondre à la question comment aller vers son équilibre, son bonheur, vers l'atteinte de ses objectifs. Autant des fois, il y a des blessures qui nécessitent un accompagnement psychothérapeutique et d'aller travailler sur la psychologie. Autant, des fois, le coach travaille en parallèle d'un psychothérapeute ou à un autre moment, on peut choisir de faire appel à un coach plutôt qu'à un psychothérapeute. Est-ce que j'ai une blessure et je veux connaître pourquoi je me sens mal? Auquel cas, je vais plus aller vers un psychothérapeute. Ou bien, est-ce que j'ai envie de trouver des solutions concrètes pour transformer des choses dans ma vie, dans mon quotidien? Parce Là, que ce sera le coach. autant que je reconnais en tout cas le travail du coach pour trouver de nouveaux chemins, trouver de nouvelles façons de construire de son émotion, de construire ce qu'on a envie d'être, c'est une chose. Mais en psychologie, on découvre que la blessure, elle demeure. Même s'il y a des solutions. Donc, si je dis ça, c'est parce que, pour pas que les gens se mélangent tout. C'est-à-dire que, entre trouver des réponses à des questions, ça ne guérit pas forcément les blessures qui sont là et qui, à un moment ou à un autre, revient dans la vie. Oui. Tout dépend de la problématique de la personne et à quel point est la blessure, j'aurais envie de dire. Là où il y a une forme potentielle de complémentarité, en fait, c'est que on est tous différents. Il y a des personnes qui ont vraiment besoin de comprendre le pourquoi elles se sentent comme elles se sentent. Et il y a d'autres personnes qui sont plus attachées à trouver des solutions. Des fois, on dit, l'homme, il cherche le solution, quoi. La femme, il aime bien comprendre pourquoi. Pas l'idée de cataloguer le monde, loin de là, mais vraiment, il y a deux approches différentes. Qu'est-ce qui est important pour vous, en fait? Si à l'instant T, où il a vraiment besoin d'être accueilli dans ce que vous vit, où il a besoin de comprendre le pourquoi, il y a des chances que le psychothérapeute est plus à même de pouvoir faciliter l'accompagnement pour aider à résorber la blessure. Après, en coaching, il y a aussi un travail sur les émotions. C'est-à-dire, nous apprend comment accueillir la peur, la colère, la tristesse
et aller voir le message positif caché derrière l'émotion qui est vécue comme inconfortable. La question parfois pour l'individu, c'est de voir la colère, de voir l'émotion, non pas comme un ou une ennemie, mais de le voir comme un élément de la vie et de voir qu'est-ce qu'on en fait. Parce que c'est ça la question aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait de toute cette charge émotionnelle qui arrive parce que l'être humain, et ça aussi c'est un constat, est de plus en plus fragile, parce que l'environnement évolue vite et l'être humain ne s'adapte pas forcément bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, un coach, des fois ça me fait sourire lorsque je parle de coaching, c'est on a presque l'impression qu'on apprend à un homme ou à une femme à mettre un pied devant l'autre. Je comprends ce que vous voulez dire. Non, c'est caricatural. Mais en termes de mais en termes d'image, je vois bien l'image. L'idée, c'est que pour moi, en tout cas, avant même d'être coach et aujourd'hui dans mes accompagnements, je me rends bien compte que on nous a pas appris, que ce soit à la maison, à l'école, à accueillir nos émotions. On n'a pas appris à mettre des mots sur nos émotions, voire même plein de fois, on ne nous autorisait pas à vivre nos émotions. Sois pas triste, te mets pas en colère, mais n'aie pas peur. Alors qu'en fait, on pourrait beaucoup se simplifier la vie en accueillant ce qui se vit. Ben oui, je vois bien que vous êtes vraiment triste, que vous êtes vraiment en colère, que vous avez vraiment peur. Et le simple fait déjà d'accueillir l'émotion, la personne se sent accueillie dans ce qu'elle vit. Et rien que ça, déjà, ça change plein de choses. C'est oser être qui on est, quoi. J'allais dire, se sent déjà reconnu. Déjà reconnu. Et une fois que je suis reconnue, eh ben, je peux m'apaiser au niveau de mes émotions et je vais pouvoir à nouveau réfléchir sur qu'est-ce qui fait que je me sens triste, que j'ai peur, que je suis en colère. Et ça va me permettre de pouvoir mettre en place après une réflexion, des actions pour aller retrouver de la joie, de la paix, de l'harmonie. La difficulté à aujourd'hui, c'est que quand je ressens une émotion, eh ben des fois, je monte très très haut dans mon échelle émotionnelle. Et à ce moment-là, j'arrive plus à réfléchir, en fait. Quand on dit que les gens montent très haut dans leur émotion, c'est un petit peu comme ils cherchaient une réponse. Pour essayer déjà de comprendre cette émotion. Aller à l'extrême, souvent, on veut essayer on veut essayer de le vivre pour savoir si déjà il y a une réponse. La question que je vais poser, c'est parmi les gens que vous accompagnez, généralement, ils ont besoin de ces professionnels ou c'est d'abord privé, personnel? Alors, moi, j'accompagne plus des personnes en ce qu'on appelle coaching de vie, coaching mental, coaching bien-être. C'est plus des personnes qui viennent à titre personnel et on travaille sur différentes thématiques. Des fois, c'est des entrepreneurs, notamment des femmes, à travers l'association Défis de femmes, à laquelle je fais partie, je suis adhérente. Et puis, pour par exemple travailler sur une difficulté à être dans de la prospection ou à échanger ou à mettre en avant un service qu'on trouve vraiment porteur de sens, mais on ne sait pas forcément comment le présenter. Et puis pour d'autres personnes, là en ce moment, c'est des personnes qui me sollicitent sur la confiance en soi. J'ai une personne que j'accompagne sur l'estime de soi, pour apprendre à s'aimer inconditionnellement. D'autres personnes pour donner de la clarté à un projet. Plutôt que de penser en boucle, je le fais pas alors que je veux le faire depuis des années, hop, on met la situation à plat sur les envies, les besoins de la personne, en quoi c'est connecté à ses valeurs, ses forces également, qu'elle va pouvoir mobiliser. Et puis, elle va pouvoir décliner comme un plan d'action, comme on pourrait faire une routine bénéfique aussi, pour sa vie personnelle. Elle va échelonner en petites étapes tout ce qu'elle va pouvoir faire pour commencer à aller vers ce projet. Et du coup, plutôt que de le ruminer, plutôt que de s'en vouloir, plutôt que de se faire des reproches, plutôt que de généraliser du genre de toute façon, j'ai toujours plein d'idées, je fais rien, ce genre de choses, ça va permettre à la personne de se mettre en action, d'être plus libre au niveau de son mental et aussi de pouvoir se satisfaire de l'avancée, étape par étape. Parce qu'il y a des objectifs, des fois, c'est sur une semaine, mais des fois, il y a des objectifs sur un mois, un an, des fois même un objectif de vie qu'on va pouvoir vivre peut-être dans 5 ans ou dans 20 ans. Et c'est possible de faire des petits pas au fur et à mesure de la vie. Alors aujourd'hui, en termes de coaching, on voit que les individus ont de plus en plus de mal à faire face à eux-mêmes. Et c'est ça le gros problème, c'est-à-dire que se dire, est-ce que j'ai le droit d'être heureux? Est-ce que j'ai le droit au bonheur? Il y en a d'autres qui souffrent autour de moi. Et je pense que ça, c'est une question que pas mal de monde se pose. Est-ce que leur bonheur est forcément lié
à ce qu'elle voit à côté, et souvent ce qu'elle voit, les gens ne sont pas heureux, quoi. Si les gens ne sont pas heureux, est-ce que moi j'ai le droit d'être heureux? Oui. J'aurais vraiment envie de dire aux personnes de s'autoriser à voir tous les petits bonheurs de la journée. Même si une journée n'est pas 100% réussie, il y a des petites réussites dans chaque journée. Et en fait, aujourd'hui, au niveau scientifique, c'est démontré que on peut modifier notre perception du bonheur. Que le bonheur, c'est une perception. C'est pas quelque chose qu'on met dans une case. Et il y a plusieurs sortes de bonheur. On dit qu'il y a le bonheur éphémère, bonheur hédonique, au niveau scientifique, c'est comme ça qu'ils l'appellent. C'est lié au petit plaisir. Je mange un carré de chocolat. Le premier carré, il est quand même beaucoup plus délicieux que le dernier carré de la tablette. Parce qu'il y a une histoire d'équilibre et de ne pas être dans l'excès, en fait. Et par contre, il y a le bonheur durable. Le bonheur durable, qu'ils appellent bonheur eudémonique, c'est un bonheur qu'on peut vivre en nous tout au long de notre vie, même en vivant parfois des périodes de vie difficiles. À travers une séparation, un deuil, un problème de santé auprès de quelqu'un qui nous est cher ou même de nous-mêmes. Et du coup, ça va permettre de pouvoir garder en nous, même dans les périodes difficiles, nos valeurs, ce qui a du sens pour nous. On va apprendre à nourrir nos besoins pour notre équilibre de vie et ça va nous aider à être résilients, c'est-à-dire à dépasser les épreuves de la vie. Je peux aussi très bien, dans le cadre du coaching, modifier ma façon de penser. Comment est-ce que vous voyez l'erreur, la notion d'échec? Est-ce que c'est un problème en soi ou pas? Pour moi... Là-dessus, il y a une évolution. En tout cas, on dit qu'on est en train d'expliquer qu'un échec, c'est une étape. Si ça ne marche pas là, il faut soit passer à autre chose, soit aller ailleurs pour faire autre chose. Mais en tout cas, ne pas rester sur ça en disant cet échec-là va bloquer votre vie. Oui, c'est l'idée de le voir comme une expérience. Voilà. Le voir comme une expérience et en profiter pour se dire quel apprentissage je peux tirer de cette expérience. Parce que de toutes les expériences, on peut tirer soit des apprentissages et du succès, de la réussite, soit se dire c'est une étape dans mon cheminement. Et ce qui amène souvent ce que les gens disent, l'état d'esprit, la pensée positive. En tout cas, au dire de ce que j'ai entendu, en tout cas selon vos propos, la pensée positive, en tout cas, est une arme, est un outil que vous utilisez. Oui, ouais. Oui, complètement. Ouais. Les ancrages positifs, c'est-à-dire cette capacité à se connecter à une situation de notre vie où on a ressenti certaines émotions, ça permet de pouvoir se reconnecter à nos forces internes. C'est aussi cultiver des pensées positives ou des pensées inspirantes ou des citations qui nous inspirent au quotidien pour continuer à nous donner l'élan, y compris pour positiver plus notre vie, mais aussi pour surmonter des moments difficiles. Il y a une pensée inspirante que j'aime beaucoup qui dit si le plan A ne fonctionne pas, il reste 25 autres lettres dans l'alphabet. Cette idée de dire face à un problème, il n'y a pas qu'une solution et si je l'ai testé, c'est mort. Non, c'est pas ça. Il y a plein de possibilités de solutions et c'est juste que on n'a pas été habitué depuis qu'on est enfant à se dire chouette, un problème, c'est l'occasion de trouver des solutions. C'est un peu ça. Et juste ça, pour rester sur cet élément, il y a une chose aussi que l'être humain n'est pas habitué, c'est que avoir son cadre, son environnement, la société évoluer aussi vite. C'est-à-dire que ses repères changent trop vite. L'être humain ne s'adapte pas, ne change pas aussi vite que la société le fait, et souvent il y a un décalage, il y a une adaptation. Comment faire pour que ces personnes qui croient qu'ils sont malheureux, qui voient que finalement ils sont un petit peu en décalage. Comment les amener à ça? Comment le coach doit les amener à voir que l'environnement a changé, mais eux, ils ont gardé les mêmes repères, valeurs, les mêmes codes, les mêmes valeurs, les mêmes émotions. Alors, pour moi, le coach, il peut aider la personne à accueillir et à vivre pleinement ses émotions pour mieux se connaître, pour développer l'estime de soi, la confiance en soi. Et ça va lui permettre au coaché de pouvoir s'exprimer et s'affirmer dans son essence, dans sa singularité. C'est-à-dire
apprendre à s'épanouir au-delà des normes, des conditionnements et de toutes ces règles qu'on s'est un peu imposées à nous-mêmes, de par la société dans laquelle on vit, notre éducation, nos croyances, etc. Et l'idée, c'est juste de réapprendre à faire des choix potentiels pour se soulager. Ensuite, il y a vraiment la possibilité de prendre sa vie en main. C'est-à-dire que même quand on pense qu'on ne peut pas changer, en réalité, c'est une histoire de pouvoir de la pensée. C'est-à-dire que mon mental, il cherche toutes les informations qui vont alimenter ma façon de penser. Et ça, je peux la transformer. Si le matin, je me lève et je me dis, ça va être une journée de M. Je peux me dire M comme merde ou M comme amour. Eh bien, en fait, mon cerveau, il va aller chercher tous les indices dans la journée qui apportent la démonstration de ma pensée. Donc, l'idée, c'est qu'on peut tous changer notre façon de penser. Oui. Les neurones le permettent. Aujourd'hui, les neurosciences ont apporté la preuve de ça. On peut transformer notre façon de penser, ne serait-ce qu'en s'entraînant. Oui, effectivement, on peut changer sa façon de penser. Mais il y a des gens qui sont arc-boutés sur une façon de penser, sur une éducation, sur un conditionnement, sur un formatage. Et c'est là que le coach ou le psychologue ou le psychothérapeute souvent se heurte. On a l'impression d'avoir une muraille que la personne ne veut absolument pas toucher, quoi. Une chose que je peux vous partager sur l'accompagnement en coaching, c'est que le coach, il accompagne de façon neutre et bienveillante. Donc, en fait, il ne va pas dire c'est bien, c'est pas bien. C'est pas du tout de cet ordre-là. Toujours proposer des solutions. Alors, il ne va pas proposer les solutions non plus. Il va aider le coaché à prendre conscience de ses propres limites. D'accord. Et comme quoi, le coaché, à travers ses pensées et ses comportements, il s'auto-sabote. Il s'empêche d'aller atteindre ses objectifs. Moi, en tant que coach, ce que je vais vous dire, c'est quand vous pensez, ouvrez les guillemets et votre message que vous venez de me partager, est-ce que ça vous facilite la destination, votre objectif, ou est-ce que ça vous éloigne ? Et si vous me répondez « ça m'éloigne », je vais vous dire « est-ce que vous aimeriez vraiment changer quelque chose ? Est-ce que vous seriez prêt à changer votre façon de penser ou de changer votre façon de vous comporter et de réagir dans certains contextes ?» Si la personne me dit « oui », je vais lui dire « maintenant, on va travailler sur des outils pratico-pratiques ». Cette capacité de distanciation, chaque individu peut l'avoir ou pas ? Oui, par entraînement. Ah, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Voilà, s'entraîner. S'entraîner pour faire évoluer son comportement, faire évoluer son regard sur soi et sur les autres, sur soi d'abord, sur les autres après. Ça, parce que les gens ont l'impression que si jamais ils se préparent à changer, ils se trahissent. Oui, je comprends. Il y a l'idée de je suis comme je suis et je peux pas changer ou je changerai pas. En fait, ça c'est une croyance et je peux faire le choix de la garder cette croyance et je peux faire le choix aussi de me dire rien n'est permanent hormis l'impermanence et auquel cas je peux changer, évoluer comme tout le monde. Si je m'observe il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, j'ai évolué, j'ai changé. Vous aussi, vous avez évolué, changé. Vous aussi. Moi, tous on évolue à travers les expériences de notre vie. Donc, je pense qu'on change tous. C'est juste que des fois, on a gardé cette croyance-là qu'on ne peut pas changer. En fait, on peut tous changer. Et aujourd'hui, les scientifiques qui travaillent sur l'étude de notre cerveau, ils nous apportent la démonstration qu'en fait, on a des circuits neuronaux qui sont liés à nos habitudes. Si je veux changer, il s'agit de changer mes habitudes. Et du coup, un exercice simple, peut-être tous les matins, vous prenez le même trajet pour aller au travail. Et bien, si vous voulez vous apprendre à moduler, à changer, à évoluer, à être moins orienté sur un seul chemin possible dans votre vie, vous pouvez vous dire, tiens, et si je m'amusais à prendre d'autres itinéraires ? À tester peut-être d'autres chemins. Peut-être même que vous découvrirez que c'est plus rapide et que vous serez moins dans les embouteillages sur la grande route. Donc, il y a plein de possibilités. C'est juste s'entraîner. Il y a une histoire de ténacité, de discipline et de patience. Mais dès qu'on commence le travail, on évolue et on chemine. Donc, j'aurais envie de dire, c'est une évolution tout au long de la vie. C'est juste, est-ce qu'à partir de maintenant, vous êtes prêt à aller vers ce chemin ? Pour montrer que ce genre d'exercice n'est pas si simple, essayez de changer votre itinéraire pour aller au travail ou pour autre chose que vous faites le plus souvent. Vous verrez que c'est pas si simple. Qu'en changeant d'itinéraire, ça va vous titiller. Voilà.
J'allais dire autre chose, mais je me contenterai de ça. Effectivement. Voilà, on arrive à la fin de cet échange. En tout cas, on a eu plaisir à échanger, Florence. J'éviterai de dire le nom pour pas le massacrer. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir là sur le plateau pour pour des thèmes plus précis. Là, on a abordé les généralités. Si demain il y a un thème ou si vous avez quelqu'un avec qui on peut échanger également, bien sûr. Ça sera un plaisir de vous recevoir, vous et la personne, pour parler du coaching. Juste une question, s'il y a des gens qui veulent vous joindre, vous avez une page Facebook ? Oui, on peut me contacter par mail ou par Facebook. Sur Facebook, c'est florence.zajewski, ZAJEWSKI, .coach.974. Et puis, d'ici quelques semaines, vous aurez l'accès détaillé à mon site internet www.ose.re. Florence, merci. Merci. Ça a été en tout cas un plaisir. Merci. J'espère que vous avez pris plaisir d'être avec nous, en tout cas de nous écouter. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Lalaine, merci François. Je vous dis à demain.